Le 1er janvier prochain, le prélèvement à la source de l'impôt entrera en vigueur en France. Alors, quels sont les contribuables concernés et quels sont les revenus prélevés à la source? On en parle dans l'Extalk aujourd'hui. Pour évoquer cette réforme du prélèvement à la source, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Juliette Garcin et Dan Khalifa, tous deux avocats du cabinet De Gaulle, Florence et Associés. Bonjour à tous les deux. Bonjour Diane. Alors on va commencer en se penchant sur la nature de cette réforme. En quoi consiste-t-elle exactement? Est-ce que le montant de l'impôt va être modifié? La réforme du prélèvement à la source est une réforme qui va concerner tous les Français qui payent l'impôt sur le revenu. Quand on regarde un petit peu les statistiques, on se rend compte que l'impôt sur le revenu est payé en fait par moins de la moitié des ménages français. Il y a environ 42-43% des ménages qui payent réellement l'impôt sur le revenu. Pourquoi? Parce que l'impôt sur le revenu est en fait un impôt qui est très complexe et qui est mité par les plus de 500 niches fiscales qui existent en France. Pour autant, cette réforme ne va pas modifier les modalités de calcul de l'impôt sur le revenu. On aura toujours le même barème, les mêmes taux, rien ne va changer à ce niveau-là. Cette réforme va plutôt consister à moderniser les modalités de recouvrement de l'impôt, qui au passage atteint pourtant un score déjà exceptionnel de plus de 98% en France. Mais l'idée est vraiment de se coller à ce qui se passe à l'étranger, parce qu'à l'étranger on a déjà ces modalités de recouvrement de l'impôt, et donc l'objectif désormais va être de rendre contemporain à la fois la date de perception du revenu et la date de paiement de l'impôt. On n'aura plus ce décalage d'un an qu'on connaît aujourd'hui entre la date d'encaissement du revenu et la date de paiement de l'impôt. Désormais, tout va être contemporain et donc on va déclarer et payer en même temps. D'accord, mais alors est-ce que le prélèvement à la source va concerner tous les types de revenus? Alors non, justement, le prélèvement à la source ne concernera pas l'intégralité des revenus que le contribuable peut percevoir. Il va concerner, schématiquement, on peut dire l'intégralité des revenus du travail. Donc on a les salaires, certaines primes. On a tous les revenus que peuvent percevoir les indépendants, les professions libérales, les journalistes, les avocats, les dentistes, les artisans, les commerçants. Il va concerner également les retraites et plus à la marge, il va concerner aussi les revenus fonciers dits récurrents. Donc on voit bien qu'effectivement, il y a une grande partie des revenus qui ne seront pas concernés par ce prélèvement à la source et qui seront donc recouvrés selon les mêmes modalités que celles qui sont actuellement. On pense notamment à tous les systèmes de management package. Donc vous savez, c'est tout ce qui concerne les revenus des actions gratuites, des stock options, du carried interest. On a également toutes les plus-values, qu'elles soient mobilières, immobilières. Donc vous vendez votre appartement, vous cédez votre entreprise, vous cédez votre fonds de commerce. Tout ça, ça ne rentre pas dans le champ du prélèvement à la source. Et aussi, la grande partie qui ne rentre pas dans ce champ-là sont les revenus de capitaux mobiliers. Les revenus de capitaux mobiliers, c'est les dividendes, les intérêts, les revenus de l'assurance vie ou encore les jetons de présence. D'accord. Et alors, comment est-ce que ça va fonctionner concrètement pour les revenus qui sont soumis au prélèvement à la source? Alors, pour tous les revenus qu'on vient de vous citer, en fait, on va distinguer deux modalités pratiques de perception du recouvrement de l'impôt. Pour la plupart des revenus que sont les salaires, les pensions de retraite, les allocations chômage, on va avoir un prélèvement qui va prendre en fait la forme d'une retenue à la source, prélevé directement sur la fiche de paye ou le bulletin de paie par l'employeur. Alors ça va se passer comment pour l'employeur justement? Alors justement, l'employeur connaît déjà, parce que l'administration lui a communiqué en septembre dernier le taux qui va s'appliquer sur votre retenue à la source. Et donc l'employeur va prélever sur la fiche de paye tous les mois le montant de cette retenue à la source. Donc on voit bien que l'employeur va se muer en collecteur de l'impôt, puisque c'est désormais lui qui va prélever l'impôt pour le compte du contribuable. Donc ça, c'est ce qui va concerner la plupart des revenus, finalement, où il y a une certaine prévisibilité du revenu. D'accord. Et pour les autres, alors ça va se passer comment? Pour tous ceux, justement, où on a du mal à connaître la prévisibilité, comme par exemple les revenus des indépendants, que je sois médecin, avocat ou architecte, par définition, c'est fluctuant. Les revenus fonciers, c'est fluctuant. Là, l'administration a mis en place une autre modalité de recouvrement qui va prendre en fait la forme d'un acompte, qui va être directement prélevé par le Trésor public, comme si finalement j'étais mensualisé, le 15 de chaque mois. Sur votre compte, donc? Sur le compte bancaire, exactement, du contribuable. Exactement. D'accord. Et alors, si je comprends bien, le taux va être
il va y avoir un taux qui va être appliqué sur les revenus en cours, prélevés à la source. Mais alors moi, j'ai une question parce que, par exemple, en 2019, vous allez percevoir des revenus. On va appliquer à ces revenus un taux, mais qui n'est pas un taux calculé sur les revenus de 2019, puisque l'administration ne les connaît pas à l'avance. Alors tout à fait, c'est un petit peu la limite de la réforme, c'est qu'effectivement on nous parle d'une réforme pour que l'impôt soit contemporain, mais par définition on va avoir un problème de taux, puisque l'administration n'a pas connaissance en fait de votre taux d'imposition qui va s'appliquer par exemple pour les revenus de 2019. Donc l'administration, elle va prendre l'information dont elle dispose. Et aujourd'hui, la seule information qu'elle a, c'est le taux qui a été appliqué à vos revenus 2017, qui ont été déclarés au mois de mai 2018. D'accord ? Donc sur la période de janvier à août, fin août, pendant 8 mois, l'administration va utiliser ce taux qui est en fait un taux N-2 pour prélever votre impôt à la source. À partir de septembre, elle va pouvoir actualiser son taux parce que vous aurez fait votre déclaration d'impôt comme d'habitude. Ça ne va rien changer. C'est-à-dire que chaque année, les contribuables vont devoir faire leur déclaration fiscale comme ils la font aujourd'hui. Et là, elle va avoir un nouveau taux à sa disposition, l'administration, et elle va pouvoir actualiser son taux. Et donc, à partir de septembre, vous serez prélevé sur un taux N-1. Voilà. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand il y a une variation de revenus à la hausse ou à la baisse? Alors voilà, donc ça c'est un petit peu la problématique et donc l'administration a anticipé ça pour vraiment faire en sorte que cette réforme fonctionne et qu'on ait vraiment un impôt contemporain. Et donc elle a prévu un système de modulation à la hausse et à la baisse qui sera accessible via l'espace personnel sur impôt.gouv de chacun des contribuables. C'est un espace, alors si les contribuables n'y sont pas encore allés, c'est un espace qui est assez bien fait, c'est une interface assez facile d'utilisation, elle est assez intuitive. Et nous avons l'habitude, nous les avocats, de l'utiliser pour le compte de nos clients. Et en fait, donc, le contribuable pourra directement indiquer à l'administration qu'il va subir une hausse ou une baisse de revenus. En général, c'est plutôt quand c'est à la baisse. Et donc, le contribuable va pouvoir anticiper toutes les situations, je ne sais pas, d'accident de la vie, de départ à la retraite, de démission, de reconversion, des moments où dans notre vie, on risque d'avoir un moment où on a des revenus qui sont moins importants. Alors qu'est-ce qu'il va faire dans ce cas-là? Alors voilà, donc on va avoir la possibilité, on va informer l'administration et on lui demander de recalculer notre taux sur la base de revenus prévisionnels. Et l'administration, donc il peut y avoir une petite phase de questions, etc., mais va en principe accepter et elle aura 3 mois, maximum de 3 mois pour donner ce taux, par exemple, à votre collecteur, c'est votre employeur, pour qu'il soit pris en compte. Et la même chose pourra être fait d'ailleurs sur votre espace personnel, j'en profite pour le dire parce que ça va être des choses que le contribuable va pouvoir faire un petit peu tout seul. Si vous avez un changement de situation personnelle, un mariage, un enfant qui naît, etc., vous pourrez aussi déclarer cette situation qui a un impact sur votre taux. Et donc, l'administration devra le prendre en compte dans un délai maximum de 3 mois également. Est-ce qu'il y a des conditions pour que ce taux puisse être réduit? Alors oui, tout à fait. Il faut un delta supérieur à 10%. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'administration, c'est un coût de fonctionnement pour elle. Et donc, effectivement, les ajustements à la marge, c'est compliqué à mettre en œuvre. Donc, il faut au moins qu'il y ait 10% et 200 € pour que ce soit... Et alors, est-ce que c'est risqué de demander une modulation? Si on n'atteint pas ces 10%, qu'est-ce qui se passe? Alors voilà, effectivement, du fait du coût de ce coût de fonctionnement pour l'administration, elle a prévu une pénalité de 10% qui peut s'appliquer quand vous avez fait une modulation qui est trop importante. Et cette pénalité, elle peut atteindre 50% si la modulation entraîne un différentiel in fine de plus de 30% pour éviter les modulations abusives. D'accord. Alors, on n'a pas parlé là pour l'instant du crédit d'impôt et des réductions fiscales qui s'appliquent à certains contribuables. Est-ce que le taux qui va être appliqué tient compte de ces crédits d'impôt, de ces réductions fiscales ou pas? Et si ce n'est pas le cas, comment est-ce que ça va se passer? Oui, alors effectivement, c'est un sujet qui est intéressant parce que non, et on est en train de parler du taux, non, le taux du prélèvement à la source ne tient pas compte de ces crédits d'impôt et réductions fiscales. Donc, qu'est-ce qu'on entend par crédit d'impôt? Donc, classiquement, c'est un petit peu tout ce qui est réduction d'impôt pour investissement locatif, le Pinel, le Duflo, on entend parler. Mais ça peut être aussi les réductions fiscales liées aux dons aux associations ou encore les crédits d'impôt quand vous avez un emploi d'une personne à domicile, une aide à domicile. Donc ces crédits d'impôt ne sont malheureusement pas pris en compte dans le taux du prélèvement à la source. Ils vous seront remboursés aux contribuables au moment de la régularisation qui a lieu l'année d'après, mois de septembre de l'année d'après. On fait l'avance de ces impôts-là. Exactement. D'accord. J'en profite pour intervenir puisqu'on se rend compte que du coup le taux du prélèvement à la source ne reflète pas le taux d'imposition réel puisqu'il ne tient pas compte des réductions et crédits d'impôt. D'où un impact négatif potentiel en termes de trésorerie pour les contribuables qui, eux, sont très consommateurs de réduction d'impôts.
Typiquement pour 2019, le législateur et le gouvernement, d'ailleurs soutenu là-dessus, a prévu qu'on recevrait le 15 janvier 60% sous forme d'acompte du montant des réductions d'impôts qu'on a revendiqué et qu'on a obtenu sur les derniers connus, c'est-à-dire sur 2017. C'est exceptionnel, ça. C'est exceptionnel, justement pour accompagner la mise en place du prélèvement à la source et puis, du coup, anticiper cet impact psychologique lié potentiellement, ou en tout cas ce qui pourrait être perçu comme étant une baisse de revenus. Il n'y aura pas ça chaque année. Il n'y aura pas ça chaque année. D'accord. Alors, on parle effectivement de l'année 2018-2019 comme étant une année de transition. On parle même d'année blanche. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste? Alors, c'est un abus de langage. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'on cherche d'abord à anticiper? On se rend compte qu'en 2019, du coup, le contribuable va être prélevé tous les mois d'un certain montant. Sauf que parallèlement, rien ne va changer par rapport au calendrier des déclarations de revenus. On va toujours continuer chaque année à faire une déclaration de revenus et à commencer au printemps 2019 par la déclaration des revenus de 2018. Pour permettre, on l'a dit, l'actualisation du taux. Or, si rien n'avait été prévu, qu'est-ce qui se serait passé? Il serait passé qu'en 2019, non seulement j'aurais été prélevé à la source de l'impôt sur les revenus de 2019, mais aussi de l'impôt sur les revenus de 2018 que j'aurais entre-temps déclaré. D'accord, une double imposition. Donc j'aurais eu une double imposition économique, en tout cas. D'accord. Et donc justement, pour neutraliser cet impact-là, on a abusivement parlé d'année blanche, mais qui en réalité va prendre la forme d'un crédit d'impôt qui va apparaître sur l'avis d'imposition qu'on recevra en septembre prochain et qui va avoir pour objectif de neutraliser l'impôt que normalement j'aurais dû payer sur les revenus de 2018. Donc, par ce mécanisme de neutralisation, in fine, je me retrouve non imposé. D'accord, mais alors tous les revenus bénéficieront de cette année blanche ou il y en a certains qui seront exclus de ce mécanisme? Alors, on voit bien qu'il y a potentiellement un effet d'aubaine. L'idée étant, du coup, pour les contribuables, potentiellement de maximiser les revenus qu'ils vont percevoir en 2018 pour finalement ne jamais payer de l'impôt dessus grâce à ce mécanisme de neutralisation. Et donc, pour anticiper ça et pour contrer ça, en fait, on a prévu que certains revenus resteraient malgré tout taxables au titre de 2018 sur 2019. Ça vise principalement en fait, les revenus dits exceptionnels. Ces revenus exceptionnels que je vais continuer à recevoir en 2018 resteront malgré tout imposés en septembre 2019. Donc il faut bien le dire à nos clients qu'en septembre 2019, il risque d'y avoir un rattrapage, à la fois sur l'impôt prélevé à la source classiquement qui va depuis le 1er janvier et tout au long de l'année, mais aussi potentiellement, du coup, sur un complément d'impôt afférent au revenu exceptionnel de 2018. Alors la question, c'est qu'est-ce que c'est qu'un revenu exceptionnel? Oui, voilà. J'anticipe un peu la question. Un revenu exceptionnel, on a justement une grille de lecture qui a été donnée par l'administration et par le législateur et qui va être variable suivant la typologie des revenus que je vais recevoir. Prenons un exemple concret, je suis salarié, je reçois un bonus de mon employeur, est-ce que oui ou non c'est un revenu exceptionnel? Est-ce que l'employeur a intérêt cette année-là peut-être à m'augmenter mon bonus pour justement pacifier les relations d'entreprise, partant du principe que ce revenu ne sera pas taxé? D'accord. L'administration du coup a donné une grille de lecture pour savoir si oui ou non c'était un revenu exceptionnel, in fine imposable ou pas. On a la même chose pour les revenus des indépendants. Un avocat, un architecte, un médecin qui aurait une variation de revenus importante, est-ce que oui ou non cet accroissement de revenus va être considéré comme exceptionnel ou pas? Et là, pour le coup, on a une grille de lecture qui consiste à comparer le revenu que je vais réaliser en 2018, le bénéfice pour eux, par rapport au bénéfice des 3 dernières années, 2015, 2016, 2017. Dans la limite du plus haut de ces 3 années-là, j'aurai en quelque sorte une sorte de franchise qui va s'appliquer à mon bénéfice de 2018, qui lui, du coup, sera exonéré dans la limite de ce montant-là. Si jamais ça dépasse, cet accroissement de bénéfice ne sera pas neutralisé, il sera considéré comme étant un revenu exceptionnel et donc il sera imposable. La même chose, par exemple, pour les revenus de dirigeant d'entreprise. Celui qui contrôle son entreprise pourrait avoir la tentation, cette année-là, de s'augmenter. On va employer la même méthode de comparaison des rémunérations perçues par ce dirigeant qui contrôle sa société par rapport à la plus haute des rémunérations des 3 dernières années. Donc on voit bien que 2018 va être une année spéciale et parce qu'elle est spéciale, l'administration s'accorde un délai supplémentaire pour pouvoir contrôler et potentiellement redresser les revenus de cette année-là.
de sorte que la prescription ne sera pas de 3 ans, mais elle sera exceptionnellement de 4 ans. D'accord, donc il peut vous contrôler pendant 4 ans. Exactement, jusqu'au 31 décembre 2022 concernant les revenus 2018. D'accord, alors il y a un point qu'on n'a pas évoqué, c'est ce qui concerne la problématique internationale avec les questions de revenus étrangers, Juliette. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce problème rapidement? Oui, alors effectivement, c'est un vaste sujet et c'est un sujet sur lequel nous sommes amenés, nous, le cabinet, à travailler et à accompagner nos clients, puisque c'est des problématiques en général qui sont complexes, parce qu'elles mettent en jeu les conventions, ce qu'on appelle les conventions de double imposition, les conventions fiscales. Alors, ce qu'il y a de sûr, c'est que le prélèvement à la source va certainement faciliter un petit peu la mobilité internationale. Je parle de la mobilité internationale des ce qu'on appelle les expatriés ou les salariés migrants. Voilà, les personnes qui décident d'aller travailler pendant quelques années à l'étranger. On avait souvent la difficulté, on rencontrait des clients qui venaient nous voir avec cette difficulté, qu'en fait, quand ils arrivent dans leur état, dans leur nouvel état, celui dans lequel ils vont travailler, qui connaît lui-même un système de prélèvement à la source, ils se retrouvaient cette année-là à payer exactement, à payer 2 fois, avoir une double imposition économique, puisqu'ils payaient donc le prélèvement à la source sur leurs revenus qu'ils percevaient, et en même temps la France leur demandait de payer sur les impôts de l'année précédente. Donc on avait toujours cette petite difficulté à gérer la première année qui était toujours un petit peu difficile au moment de l'installation. Et donc là, il n'y aura plus ça. Alors, on a un alignement sur les principaux grandes démocraties européennes, on va dire. On va éviter ces sujets-là. Après, alors pour le cas plus spécifique de personnes qui percevraient, donc de résidents français qui percevraient des revenus de source étrangère, ou alors de non-résidents qui percevraient des revenus de source française, par exemple des revenus fonciers qui ont un bien immobilier en France, ou des dividendes, ou encore des jetons de présence, c'est des choses qu'on voit régulièrement. Là, on a mis en place une petite fiche technique, parce que c'est un petit peu spécifique, qui sera accessible sur le site du cabinet de Gaulle Fleurance et Associés. D'accord, merci Juliette, merci Dan pour ces précisions sur cette réforme qui prendra effet dans quelques semaines. Pour approfondir les points qui ont été évoqués aujourd'hui, n'hésitez pas à contacter le cabinet de Gaulle, Fleurance et Associés à l'adresse suivante, contact@dgfla.com. Merci de votre fidélité, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode de L'Extalk.